Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. La dot est un élément important dans la célébration des unions dans plusieurs cultures. Les cultures camerounaises n'en font pas écart. Alors, pour engager très rapidement la discussion dans la compréhension du cadre Béti, de la célébration de la dot dans le cadre des unions Béti, nous recevons le Zomlo, le patriarche Okala Etoga, pour nous parler de cette question. Lui qui est familier de cette tradition au quotidien. Un petit Zomlo Okala, Bamongawe. Merci d'avoir accepté l'invitation de Africa TV pour nous parler de la dot. Qu'entend-on par dot pour situer nos téléspectateurs? Merci. À titre d'introduction, c'est l'occasion pour moi de vous donner quelques aspects généraux de la société Béti. Mais d'emblée, je peux vous dire que la dot, c'est une contrepartie. C'est un symbole. Pourquoi c'est une contrepartie? Dans la société Béti, sur le plan économique, on parle des richesses. Et la richesse, la première richesse, sont les hommes. Pour parler comme des mathématiciens, les Béti sont regroupés en clans, en lignage, en famille. Le mariage se passe entre les clans. À l'intérieur des clans, il y a l'interdit de l'inceste. Et au niveau des familles, nous avons ce que nous appelons l'invoque. L'invoque est d'abord la résidence d'un noble. Entre deux nobles, c'est l'égalité. Et l'égalité au niveau des richesses. Et il faut maintenir l'équilibre. Mathématiquement, si nous considérons ces biens, par exemple, nous prenons H comme les hommes. Les hommes, c'est quoi? Les épouses, les enfants, les esclaves, ce que nous appelons les mintobas, c'est-à-dire les clients. Ensuite, il y a le bétail, que nous pouvons considérer comme B. À la fin, nous avons les fers. C'est les trois principaux éléments d'un noble dans un voc. Le mariage se passe entre deux vocs, deux clans différents. Le clan A et le clan B. Le clan B veut demander en mariage un élément du clan A. Donc c'est le H. On retire le H du clan A. On l'augmente au clan B. Ça fait 2 H. En contrepartie, on retire les 2 B du clan B. Ça fait... on retire le B au clan B. Le clan A a 2 B. On retire le F au clan B. Le clan A a 2 F. Et quand vous faites l'égalité, pour qu'il y ait équilibre, nous aurons 2B plus 2F égale 2H. Et si nous simplifions, nous aurons H égale B plus F, pour qu'il y ait égalité. Voilà donc la définition de la dot. En d'autres termes, quand vous allez chercher une fille dans un clan, vous devez la remplacer par les bêtes et les barres de fer. C'est comme ça qu'on entendait la dot à l'époque précoloniale. Je disais donc, pour conclure, la dot, c'est une contrepartie. Ça peut sembler être un achat. Puisqu'il y a égalité, personne ne perd, personne ne gagne. Il y a égalité dans les deux clans. Donc équilibre. Il y a équilibre. Alors, comment se pratiquait la dot avant l'ère coloniale?
Vous savez, ça me permet de revenir sur le mariage. Il y avait plusieurs types de mariage. Pour qu'on parle des deux, il faut que les deux familles soient d'origine noble. Si c'est une famille d'origine servile, on peut prendre une femme comme esclave. On ne dote pas. On pouvait aussi avoir une femme à l'issue du partage de l'héritage. Quand l'ancêtre commun meurt, on partage les veuves. Et là, il n'y a pas de dos. On pouvait aussi prendre une femme à l'issue des rapes. Ou alors le jeu à bia. Vous gagnez votre confrère à la bia. Il vous donne toutes ses richesses. Mais la seule fois qu'on parlera de dos, c'est quand il y a équilibre. Vous allez chercher une femme, vous devez donner les bêtes et les barres de fer. Les barres de fer servaient de monnaie. Encore qu'on pouvait remplacer les bêtes par les barres de fer. Je peux compenser. Mais est-ce dit qu'à cette époque, la femme était un bien, était considérée comme un bien? Si on pouvait la gagner à la suite d'un jeu. On parlait de richesse, on ne parle pas de bien, on parlait de richesse. On disait la principale richesse, c'est l'homme. Si vous avez beaucoup d'hommes, vous êtes ce qu'on appelle en métier akuma. Vous avez beaucoup d'hommes, vous êtes un kukuma. C'était des hommes qu'on appelait la richesse. Donc la femme en faisait partie. Bon, si la pratique a perduré jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a traversé l'époque coloniale. Quelle est l'influence qu'a eu la colonisation sur la pratique de la dot? Oui, la colonisation est venue avec beaucoup d'interdits pour bouleverser notre civilisation. Et elle a introduit d'autres biens qui ont influencé la dot. C'est à partir de la colonisation qu'on a introduit le vin, ce qu'on appelait les liqueurs là. Chez nous, on parlait des bilams. Et c'est à partir de cette époque qu'on utilise le rhum de plantation. Qui devient de plus en plus un symbole. Oui, symbole de la demande de main. C'est à partir de cette époque-là qu'on a introduit la morue dans la dot. Après la morue, on a essayé les bœufs. On a vu que le bœuf apportait la malchance. Après, on est tombé sur les porcs. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur les porcs. Le bœuf apportait la malchance comment? On constatait que le mariage qu'on dotait avec le bœuf finissait par le divorce. Maintenant, sur l'influence, sont-ce les Européens qui ont apporté ces nouvelles pratiques ou alors nous, les Noirs, qui pratiquaient ou avons estimé qu'on pouvait intégrer les éléments venus d'ailleurs? Est-ce que les Européens pratiquaient la dot? Ils n'intervenaient pas? Non, les Européens n'ont pas la même conception de la dot. Pour eux, la dot, c'est ce que l'un des conjoints apporte dans la communauté. Ce n'est pas la même chose. Mais chez nous, on avait déjà intégré ça. Après la dot, quand vous accompagnez la fille qui s'est mariée, vous devez équiper la chambre, la cuisine et le salon. C'est ce que nous avons appelé l'angara. Donc on faisait la dot et on faisait l'angara. Combien coûte la dot? Alors, quels sont les éléments essentiels qu'on doit retrouver dans une dot? Parce que de plus en plus, on entend des coûts exorbitants, davantage dans la tradition, bien dans les cultures, Beti, Iwondo, Iton, Boulou et autres. Bon, ce qu'on doit trouver dans la dot, c'est la nourriture. Ça veut dire les bêtes, la boisson. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on constate aujourd'hui. On voit que la dot a subi de l'inflation comme dans les autres domaines. Maintenant, on ne peut plus estimer la dot. Ailleurs, on dit la dot ne finit pas. Et chez nous, si on revient sur les étapes, on a l'impression que la dot devient un obstacle pour le mariage. Parce que si on respecte les étapes, il faut d'abord faire ce qu'on appelle demander la liste, c'est-à-dire toquer à la porte. La jeune fille part présenter son ami à ses parents. Et on profite pour lui apprendre la coutume locale
Et ça se termine par la délivrance d'une liste. Et ensuite, il y a la demande de main. Après la demande de main, il y a la dot proprement dite. Après la dot proprement dite, on doit livrer la femme. Et c'est là le mariage coutumier. Maintenant, on reviendra sur le mariage plus tard, sur la pratique de la dot, précisément. Quels sont les symboles essentiels? À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que la dot a été acceptée, on va dire ça comme ça? Ou alors, chacun y va de ses moyens, parce que dans certaines familles, on demande des écrans de télé, des congélateurs, ce genre de choses. Mais oui, si on ne remet pas tout ça... Oui, je n'ai pas voulu parler de ces éléments. Ce sont des éléments qui sont des éléments d'exagération. Il y en a même qui peuvent demander même des maisons clés en main, mais ce n'est plus l'ado. Parfois, quand la belle famille ne veut pas le mariage, elle dresse une liste qui peut dépasser le futur beau-fils. Justement, pour une belle famille qui ne veut pas le mariage, une dot peut-elle être refusée? Refusée, c'est rare. Mais il y a des jeunes hommes qui se passent de la dot. Ce que je peux dire, c'est que les pratiques courantes chez nous, lorsqu'on demande la main, parce que si on n'a pas demandé la main, on ne peut pas accepter la dot. À l'époque ancestrale, on commençait par la demande de main. Lorsque la fille a accepté la main, vous revenez donner la nourriture des belles-mères. Et après la nourriture des belles-mères, vous donnez la nourriture des beaux-pères. Vous revenez la dernière fois pour demander qu'on vous livre la femme. Donc en gros, la dot se trouve dans on va dire la nourriture. Oui, mais actuellement, tout se passe le même jour. Vous apportez tout ce qu'on vous a demandé dans votre liste. Vous venez avec le porte-parole de votre famille qui doit être éloquent. Alors, vous trouvez la famille de la fille. Vous vous présentez. Quand vous arrivez, vous vous présentez. Avant de vous présenter même, lorsqu'on vous a donné la parole, vous devez d'abord saluer l'assistance. Après, vous prenez la parole, vous vous présentez. Vous êtes de tel, vous venez de tel village, vous venez de telle famille. Et vous dites pour ce pourquoi vous êtes là. Et on vous demande comment vous voulez cela. Qu'est-ce que vous avez apporté? On vous demande de percer l'abcès. Vous présentez donc tout ce que vous avez apporté pour la demande de main. Pendant que vous déposez ça, un de vos beaux-frères vient dérober une damiane de vin rouge. On le poursuit, on crie voleur, voleur. Ses frères le suivent. Vous continuez. Vous demandez, bon, vous êtes déjà là. Vous avez dit que vous voulez, vous êtes venu chercher qui? Vous dites Marie-Claire. On vous dit, bon, on demande aux filles, allez chercher Marie-Claire. Une fille se présente. Vous dites que ce n'est pas elle. On vous dit, il y a beaucoup de Marie-Claire ici. Vous verrez laquelle. On présente une deuxième, une troisième. Après, on vous dit, celle que vous cherchez est allée apprendre en Europe. Bon, si vous voulez, vous insistez qu'on continue. On peut aller la chercher. Là, nous sommes déjà au mariage. Nous sommes à la demande de main. Remplissez les formalités. Visa, billet d'avion. Sa sœur part la chercher. Elle revient vous dire que ce que vous avez donné là est insuffisant. Parce qu'on sait qu'on s'est arrangé que c'est à peu près 100 000. Tant que vous n'avez pas donné 100 000, on ne vous libère pas. Elle revient, vous lui donnez l'argent, elle repart. Elle vient et dit que l'avion a atterri à Douala. Maintenant, il faut un bus pour aller chercher la fille. Vous donnez l'argent. Elle revient, vous dit qu'arrivé à Samba, il y a 8 pannes. Il faut chercher un mécanicien. Vous donnez l'argent. S'il y a déjà 100 000, on vient donc avec la fille. On la couvre avec ses sœurs.
on vous dit, l'avion est là, allez chercher votre fille, votre femme. Si vous choisissez une autre, c'est que vous voulez provoquer des problèmes dans la belle famille. Vous devez payer. Et dès que la fille, vous avez trouvé la femme, elle vient donc, on lui dit, bon, Marie-Thérèse, ces gens qui sont là disent qu'ils sont venus vous chercher. Nous, on croyait qu'on a dépensé pour vous, pour que si on a faim, vous nous donnez à manger. On a soif, vous nous donnez à boire. On est malade, vous nous emmenez à l'hôpital. Maintenant, on vous parle de mariage. Si vous voulez même vous marier, vous pouvez prendre un blanc. Vous allez chercher un noir. Bon, on n'est pas contre. Voilà la dame Jeanne de Rome de Plantation. Si vous pensez que c'est avec ce jeune homme que vous allez continuer votre vie, prenez la dame Jeanne, venez nous donner. Mais si vous voyez que ça ne peut pas aller comme ça, vous comptez encore sur nous, prenez la dame Jeanne, allez lui donner. En ce temps-là, la fille se lève, elle fait des tours. Quand elle vient même se courber, sa sœur et sa belle-sœur bagarrent pour la couvrir avec un pagne, pour que sa famille ne voit pas son derrière. Si c'est sa sœur qui a réussi, la belle famille doit payer. Elle se couvre donc. Elle fait quelques tours pour chauffer son fiancé. Elle fait semblant d'aller lui remettre la bouteille. Après, elle vient donner son porte-parole à son père. On applaudit. La demande de main est déjà acceptée. Ça, c'est la demande de main. Une parenthèse. En dehors du porte-parole, oui. Qui d'autre intervient? Il y a les deux porte-paroles. Les deux familles. Oui. Les interventions, il y a la belle-sœur qui fait le tour pour aller chercher sa sœur. Il y aura aussi la belle-mère qui va intervenir. Bon. Le fiancé ou bien celui qui veut la fille n'intervient pas. Il n'a rien à dire. Et lorsque la main est déjà acceptée, le beau-frère qui avait volé la dame Jeanne revient avec un des frères menotté. On le tape, on dit voilà le voleur. On découvre même que c'est quelqu'un de la famille. C'est son beau-frère qui doit le délivrer. Le libérer. Oui. Il paye quelque chose, on le libère. Après ça, les belles-sœurs viennent avec la nourriture. C'est le manioc cru, le palmis, la boisson en mer. On vous dit, c'est ça que nous mangeons ici. On donne à toute la délégation. Si vous refusez de manger, vous payez. À la fin, donc, le porte-parole de la famille de la fille dit, la fille a déjà accepté la main. Venez nous doter. Vous apportez tous les biens, vous déposez devant l'Assemblée. Parfois, il y a la liste et chaque famille a sa copie. Vous pouvez citer ou alors on vous dit désigner quelqu'un. Et nous, la belle famille désigne aussi quelqu'un. On pointe. Quand on a pointé, on rend compte à la belle famille. On peut dire que bon, tout est bien, mais il y a un porc qui est maigre là. On ne sait pas s'il est malade. Là, on a pris une dame, on dit que c'est elle qui est médecin vétérinaire. Elle dit que là, je crois qu'il faut donner un peu de nourriture pour remettre le porc là. Vous devez donner l'argent. Et il y a les dames Jeanne, on vous demande de mettre les tire-bouchons. Ce tire-bouchon-là, c'est le billet de 1000 francs sur chaque dame Jeanne. Bon, s'il y a quelque chose qui manque, parce que souvent c'est du côté de la femme que la dot pèse. Chez les hommes, à l'époque de nos parents, on pouvait dire 2 chèvres. Une chèvre pour le beau-père et ses frères, une chèvre pour le beau-frère et ses connaissances directes. Et il y a 2 dames Jeanne de vin rouge. Chez la femme doit manger avec ses coépouses. Elle doit manger avec ses cousines. De chaque côté, il y a au moins un porc. Et il y a un sard de riz, un sard d'oignon, un sard d'arachide, il y a le cube magie,
il y a de l'huile de palme, il y a l'huile de yamaha, il y a des bassines, 2 bassines, il y a les pagnes, il y a les gobelets. Bon, les accessoires pour compléter la nourriture. Et les belles-sœurs vont accompagner leurs sœurs. C'est là-bas qu'on va leur donner leur poids. Les beaux-frères ont droit à un chien noir. Le chien noir, là, c'est une chèvre et une viande de vin rouge. Donc, quand vous avez tout donné, même s'il manque peu de choses, on valide. On dit, on a accepté. C'est la fin de l'ado. C'est après ça qu'on peut vous servir à manger. L'étape de l'ado finisse. Quand vous avez mangé, on attend la nuit, peut-être 23 heures, parce qu'on doit faire partir, la fille doit partir à minuit. On vous rappelle, on commence donc à donner des conseils à la fille et à son mari pour qu'elle aille garder le foyer. Et ces conseils-là, à l'homme, on dit, voilà notre fille, elle n'est pas malade, elle n'est pas bonne, elle n'est pas handicapée. Ce n'est pas le tam-tam. À noter qu'à ce moment, c'est une sorte de prière, un peu un appel aux ancêtres pour la bénédiction du couple. Pas encore. On donne des conseils au beau-fils. Que là, voilà, nous sommes comme l'eau. L'eau n'invente pas l'amertume. C'est ce qu'on met dans l'eau qui apporte l'amertume. Donc, tu l'amènes. On dit à la fille, voilà ta nouvelle famille. Respecte ton mari, respecte ta belle famille. Et tu dois nous faire honneur là-bas. C'est après ça qu'on va donner la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? On a un cabri, une chèvre et un épi de maïs. L'épi de maïs représente les richesses. La chèvre, là, c'est le mariage coutumier. On doit l'égorger. À l'époque ancestrale, c'est l'ensemble des pères qui devaient bénir la fille. Mais de nos jours, c'est le porte-parole de la famille. Dans chaque famille, on en choisit un. Ce n'est pas nécessairement les hommes là. Et actuellement, pour être simple, on égorge la chèvre. On prend la tête. On donne au couple. Après avoir donné le maïs, on dit à la femme, à la fille, vous allez préparer cette tête, vous allez manger à 2. Et votre mari ira cacher les os. Le rituel, c'est que nous vous donnons 5 garçons, 5 filles. Allez sans regarder derrière jusqu'à ce que vous traversez le cours d'eau. Le mariage, c'est comme la mort. Quand on meurt, on ne revient plus. Le village ici, c'est là où on dit le mariage, c'est là où la femme a les honneurs. Le village natal, qu'on appelle Djang, c'est là où la femme disparaît. Vous partez donc en courant jusqu'à ce que vous traversez le cours d'eau. Et le reste de la viande, la famille enlève un gigot et donne le reste à la belle famille. Et les autres partent. Le mariage est fini. Comme ça que ça se passe, en gros, chez les petits. Un père parle-t-il pour sa fille ou bien pour son fils? Est-ce qu'un père peut prendre la parole dans le cas du mariage de son fils ou de sa fille? Oui, le père peut prendre la parole pour son fils, quand il le fait déjà.
Mais pour sa fille, non. On dit la machette ne pollue pas sa propre manche. Il faut toujours amener quelqu'un, une famille. Alors, quelles sont les qualités ou bien les compétences que doit avoir un porte-parole? Il doit être initié, il doit aller à une école, il doit parler. Comment est-ce qu'on fait pour être porte-parole? Il doit être chef de famille simplement. Il doit être chef de famille, avoir l'expérience. Parce que vous allez amener quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de rite. Il va faire en sorte que vous dépensez beaucoup. Parce que chaque fois, vous allez payer, on va vous pénaliser. Pour une parole mal posée. Parce que s'il arrive là-bas et dit vraiment, pourquoi vous êtes, ça c'est une famille pauvre, vous allez insulter la belle famille. Oui, la belle famille dit, bon, allez donc avec vos biens. Vous serez obligé de négocier. Dans la tradition Béti, une fille qui part de son sang pour aller de l'autre côté, elle est mariée, ou elle va fonder sa famille également chez son mari. Hérite-t-elle à nouveau au même titre ou bien au même niveau que ses frères qui sont au village? Dans la société ancestrale, la fille faisait partie des biens de l'héritage. Parce que quand le chef de famille mourait, il y avait deux éléments pour l'héritage, la succession et puis l'héritage. La succession, c'est le pouvoir. Et on désignait le fils aîné. Si le fils aîné n'est pas apte, on désigne celui qui est plus apte, celui qui prend le pouvoir du père. Maintenant, les biens. Pour les biens reviennent aux ayants droit. Les ayants droit, ce sont des garçons. Ces garçons sont repartis. Chacun sait que moi, je suis avec tel frère, l'autre est avec tel frère. Et on leur partage les sœurs. Et si ces sœurs ont fait des enfants, avant d'aller en mariage, ces enfants appartiennent aux garçons auxquels leurs mamans sont attachées. Les enfants qui sont nés en mariage n'ont pas droit aux biens de la famille maternelle. C'est pour cela que lors des deuils, on les attend. Il y a des rites. Lorsqu'on fait le silaou, ils viennent réclamer beaucoup de choses. À l'époque ancestrale, c'est eux qui devaient tuer la femme qui devait accompagner son mari dans l'au-delà. C'est le neveu. Donc le neveu n'avait pas droit au bien de la famille maternelle. On trouvera un autre moment pour parler de la relation entre les neveux et les oncles maternels dans la tradition Béti. C'est un thème également très porteur et très prégnant dans les coutumes et les us locaux. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous achevons cet entretien et nous vous recommandons, pour approfondir les idées, ces ouvrages de Vincent de Paul Douxal, Les peuples Béti du Cameroun, origine, ethnie et tradition. Nous vous recommandons également celui de Christian Barga Ono, Les Ivondo, Ihondo, Abi et autres Betsenga. Il y a également cet ouvrage, cet excellent ouvrage de Jean-Marie Obami, Les Béti du Gabon et d'ailleurs. Les chefferies traditionnelles Béti au Cameroun de Vincent de Paul Douxa. Et bien entendu, l'ouvrage de notre homme là, invité du jour, Leme Barkono, Organisation socio-culturelle, pratique des rites et renaissance du Mbouman. Publié tous chez L'Harmattan et disponible dans tous les points de vente publics. Merci et à très bientôt sur Africa TV.